Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ce plateau. Dans ce journal, on évoque le couvre-feu à 18h, les complications pour les auto-écoles et on mettra à l'honneur nos amis les chiens en deuxième partie d'émission. Des infos à retrouver en images dans le Flash Info du jour. Il faut désormais s'y faire. En Moselle, comme dans 14 autres départements, le couvre-feu est avancé à 18h. Pour respecter cette nouvelle obligation censée freiner l'épidémie, clients et magasins doivent s'adapter. Nous nous en sommes rendus compte hier à l'hypermarché de Sarreguemines. À l'approche de l'heure fatidique, les rayons étaient bien vides, des images inhabituelles. Les auto-écoles ont connu des changements de fonctionnement et sont obligées de s'adapter à la situation actuelle. Après un arrêt des leçons durant le confinement, celles-ci ont repris, mais les cours théoriques sont toujours interdits en salle. À Bitche, l'auto-école Trottmann a mis une plateforme numérique en place. Un inventaire archéologique est en cours de réalisation dans la forêt domaniale de Mouterhouse depuis quelques mois. Il est effectué par des passionnés de patrimoine de la Châle et va permettre de grossir la base de données archéologiques de la région et de préserver les sites. Prali & Co est une petite entreprise de biscuits pour chiens créée à Herbitzheim par Mélanie Waldener. En plus de son métier de pâtissière, elle a décidé de se lancer dans la confection de friandises canines. Après avoir passé des entretiens avec des professionnels du monde canin, elle a trouvé la bonne recette et avant les fêtes, les commandes ont explosé. Les chiots ont leur école à la pension l'école canine de Zétain. Ils y sont accueillis jusqu'à leurs 8 mois et peuvent venir avec leur maître pour acquérir le plus d'expériences possibles, telles que s'habituer au bruit, passer dans un tunnel noir ou encore prendre de la hauteur sur des petites passerelles. Et pour démarrer, retour sur les images du passage de Miss France au centre Best de Far-Hébersvillers que vous avez pu voir hier dans notre journal. Un reportage qui a suscité une vague de contestation sur les réseaux sociaux, y compris dans les commentaires sur notre page Facebook. La polémique a d'ailleurs pris une ampleur nationale. Aussi, les différents acteurs de cette manifestation ont voulu apporter des éclairages sur l'organisation de l'événement. Le Républicain Lorrain, au travers d'un article mis en ligne hier, la société Miss France avec notamment une interview de Sylvie Tellier sur BFM. Et enfin, le directeur du Centre Best qui a publié une lettre d'excuses dans laquelle il regrette de ne pas avoir pu maintenir le respect des distanciations physiques. En plus d'y présenter ses excuses, il annonce qu'aucune autre manifestation de cette ampleur ne sera organisée tant que la situation sanitaire ne sera pas revenue à la normale. Et en attendant ce retour à la normale, justement, la Moselle est maintenant sous couvre-feu dès 18h, et ce, depuis le 2 janvier. Pas de dérogation pour faire ses courses. Les achats doivent être effectués avant l'heure fatidique, tout en prenant en compte le temps de passage en caisse et celui pour rentrer chez soi. Guillaume Dumonteil s'est rendu dans un hypermarché pour voir comment le magasin et les clients se sont adaptés. Habituellement, l'hypermarché Cora réalise 20% de son chiffre d'affaires de 17h à 19h. Mais hier, les allées étaient quasiment désertes. Pour trouver du monde, il fallait presque exclusivement se rendre aux caisses. Ce soir, vu que je suis en retard, il faut que je me dépêche de faire des commissions vite fait parce que j'avais du travail. Et c'est pas marrant, quoi. C'est gênant. Je pense pas que ça serve à quelque chose de fermer à 18h au lieu de 20h. Mais bon, c'est pas comme si on avait le choix. D'autant que les forces de l'ordre se sont déjà rendues sur place pour informer les clients de l'avancée du couvre-feu de 20h à 18h. Le magasin ferme à 18h pile pour les derniers clients. Mais bon, après, c'est à eux d'assurer ou d'assumer plutôt par rapport aux amendes de la police. Parce que samedi, nous avions la police qui était devant la porte pour alerter et sensibiliser les gens sur l'heure de couvre-feu à 18h. Tout au long de cette crise du coronavirus, le magasin, comme tous les autres commerces de France, a dû s'adapter et il va continuer de le faire. Hier, l'affluence était différente des jours précédents. Il y avait davantage de clients avant 16h et forcément aussi avant 18h. Les personnes qui quittent par exemple leur travail à 17h n'ont plus que 60 minutes pour faire leurs achats et rentrer chez elles, contre 3 heures auparavant. Forcément, je vais devoir adapter le planning sur la base du volontariat de mes hôtesses, de pouvoir bouger, d'augmenter un peu les caisses de 17 à 18. Par ailleurs, l'horaire d'ouverture du magasin va être avancé les vendredis et samedis. Ces jours-là, Cora Sarreguemines ouvrira ses portes à 8h contre 8h30 auparavant. De plus, l'affluence les samedis risque d'être particulièrement importante.
Les gens qui travaillent le soir jusqu'à 17h30, 17h45, voire 18h, ne pourront pas faire leurs courses de la semaine. Donc forcément, ils vont devoir s'orienter vers le samedi pour venir faire leurs achats. Cora Sarreguemines propose également de nouveaux services pour les personnes qui n'auraient pas le temps de venir au magasin pour effectuer leurs achats. De la livraison à domicile ou chez des commerçants partenaires. Pour en bénéficier, il faut au préalable passer commande par l'intermédiaire du service Drive. La fin d'année 2020 a été difficile pour le monde professionnel. L'apprentissage de la conduite a elle aussi été chamboulé. L'auto-école Trotman à Beach a dû s'adapter à la situation avec les mesures sanitaires et changer sa manière d'enseigner les cours théoriques. On fait le point avec Thibaut Desmerlet. Une organisation totalement chamboulée. La crise sanitaire a des conséquences sur le mode de fonctionnement des auto-écoles, comme celle gérée par Hubert Trotman à Beach. Le deuxième confinement a provoqué des annulations de cours de conduite. Les élèves ont dû se remettre en selle après plusieurs semaines de rupture, une fois le déconfinement annoncé. Mais si les leçons de conduite ont repris, les cours théoriques du code en salle ne sont toujours pas autorisés. La société a donc mis en place une plateforme numérique. Où les candidats ils peuvent travailler le code à distance, où nous les suivons informatiquement avec l'ordinateur. Tout candidat peut nous contacter à n'importe quelle heure pour leur donner des explications complémentaires s'ils n'arrivent pas à suivre leur programme. Il y a des changements aussi du côté de l'examen du permis de conduire. Durant les quelques semaines qui ont suivi le déconfinement, les dates étaient établies seulement quelques jours à l'avance. Pour les épreuves, certaines ont été supprimées suite aux mesures sanitaires. Les examens, ils sont pratiquement comme d'habitude, sauf que pour les examens de conduite de voiture, donc on n'a plus les vérifications extérieures à faire du véhicule. Donc il y a 3 points qui sont donnés d'office aux candidats. Sur les 20, donc 3 points sont donnés d'office. Et les mesures sanitaires continuent d'être appliquées. Après chaque passage d'élèves, les points de contact dans le véhicule sont désinfectés. Pour le respect de ces consignes, du temps en plus est nécessaire et l'achat du matériel impose un coût supplémentaire pour l'auto-école. L'année 2020 a laissé des marques sur la santé financière de l'entreprise. Une perte totale du chiffre d'affaires donc au mois de novembre. Déjà qu'on avait eu une perte totale de chiffre d'affaires donc au premier confinement, donc mars, avril, mai. Donc un impact sur l'année, plus d'un tiers du perte de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, le planning des examens de conduite est plus stable. L'organisation est faite en une semaine pour le mois suivant. Mais avec l'évolution de la crise sanitaire, la route reste incertaine. Il a illuminé votre salon pendant les fêtes et maintenant il faut s'en séparer. Ce soir, en sortant vos poubelles, pensez à déposer votre sapin également. Il sera ramassé demain, mercredi 6 janvier, sur le secteur de la Casque. Jour unique d'ailleurs de collecte. Les sapins artificiels ou avec un sac doivent être déposés en déchetterie. Les bars et restaurants ne devraient pas rouvrir leurs portes le 20 janvier prochain. La barre des 5000 nouveaux cas par jour n'étant pas encore atteinte. La poursuite du déconfinement en 3 étapes annoncée en novembre dernier est peu probable. Même s'il n'est pas possible d'aller au restaurant, il existe d'autres moyens pour se régaler grâce au click and collect par exemple. Au Pays de Beach, c'est la pâtisserie qui rencontre un franc succès. David, tu es sur place, dis-nous en plus. Salut Rani, effectivement aujourd'hui on met en avant la pâtisserie, comme tu le sais demain c'est l'épiphanie. D'ailleurs est-ce que tu as déjà commandé ta galette des rois? Oui, moi depuis déjà plusieurs jours, j'ai pas attendu, j'en ai mangé plusieurs. D'accord, mais ce n'est pas le sujet du jour, en fait j'étais juste curieux, m'en veux pas. Avec Marie-Morgane, nous sommes à Rolbin et plus précisément au lieu-dit d'Operdin. Nous avons rencontré Olivier Fabin qui est chef pâtissier. Il a créé son auto-entreprise Les Desserts à Olivier. Son activité fonctionne très bien en ce moment. En cette période particulière, consommer local devient presque incontournable. La population suit le mouvement, et c'est un vrai bonheur pour nos artisans locaux. D'ailleurs, ça fait un moment qu'on n'est pas venu à Rolbin. Le déplacement en valait la peine. Je te propose qu'on regarde tout de suite le portrait d'Olivier. Des desserts made in Beacherland. Nous sommes à Rolbin chez Olivier Fabin. Olivier est chef pâtissier, originaire de Schweyen. Il a démarré sa carrière à l'âge de 15 ans. Après une formation de cuisinier que j'ai fait au lycée hôtelier de Metz, je me suis spécialisé en tant que pâtissier de restaurant. J'ai travaillé comme pâtissier de restaurant au Moulin d'Amar à Longjuil et Saint-Avold par exemple, en région parisienne à la belle époque, sur Annecy chez Marc Ferrard. Olivier travaille pour un traiteur en Allemagne. Le 6 décembre 2016, il décide de créer son entreprise Les Desserts à Olivier via le statut d'auto-entrepreneur. Loin d'imaginer qu'il rencontrerait un tel succès, il souhaiterait en faire son activité principale. Olivier, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer ?
Je suis en train de décorer mon entremets. C'est un entremets chocolat noir, mandarine, où on a mis des palets de chocolat autour, petite décoration sur le dessus, petit macaron, une petite farandole de fruits frais. Pour Noël, Olivier avait une 50aine de commandes. Entremets, fraîcheur framboise, bûches de Noël, il propose des recettes de base qui peuvent être personnalisées par les clients, de la pâtisserie sur mesure. J'ai fait des gâteaux sous forme de bustier aussi, où on personnalise les gâteaux pour les enfants avec des petits nounours, avec des animaux aussi. Donc là-dedans, au niveau de la personnalisation, c'est vraiment individuel. En tant que pâtissier, si on me supprime ou si on m'enlève cette créativité, je suis perdu en fait. Il faut que j'ai cette part de créativité et c'est ça qui est bien, que les clients me font confiance. Olivier, en tant que chef pâtissier, j'imagine que vous aimez la pâtisserie. C'est quoi votre recette préférée? Mon entremets préféré, mon gâteau préféré, c'est le fraîcheur framboise. C'est un entremets typiquement pour l'été, en fait. Il est léger, il est fruité, aéré. Prochaine étape pour Olivier, avoir son propre laboratoire. Le projet est en cours, les travaux doivent démarrer fin février, début mars. C'est vrai que je me suis déjà bien régalé pendant les fêtes, mais bon, je vais me sacrifier, je vais goûter ce dessert, un fraîcheur framboise préparé spécialement pour nous. C'est parti. C'est excellent. Bon, moi je vous laisse, j'ai à faire. À vous les studios. Il y en a qui ont de la chance, ça donne envie. En tout cas, bon appétit David. Et tout de suite, on retrouve Olivier Fabin. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Alors déjà, comment est-ce qu'on peut commander vos produits? Est-ce que le couvre-feu est un frein et un handicap finalement? Ah, Iris, il y a un petit souci apparemment. C'est pas grave, on va passer à la suite, on essaiera d'y revenir après la pub. Justement, on fait un rapide tour dans le ciel pour les prévisions météo et on se retrouve juste après. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je me trouve à Gros-Réderchin dans la rue des Vergers qui est une rue un peu particulière. Si on regarde un petit peu autour de moi, on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de virages à l'horizon et ce n'est pas un hasard. Si on prend une carte et qu'on suit cette route, on arrive à Wölflin sur la route romaine. Et si on part dans l'autre sens, on arrive à Rohrbach dans la rue des Romains. Des archéologues vont même jusqu'à dire que cette voie venait de Brumath et aboutissait à Sarrebruck sur une autre voie plus importante qui elle se dirigeait vers Trèves. Mais pour la météo, je vais me contenter de notre secteur. Pour demain, le temps sera couvert avec des petites chutes de neige qui se transforment en pluie et neige mêlée en basse altitude. Côté température, les minimales iront de -1 à 0 degrés et les maximales de 2 à 3 degrés. Demain, nous fêtons les Mélènes, il fera jour de 8h24 à 16h50. Et pour ceux qui attendaient une devinette aujourd'hui, la voici. Comment appelle-t-on les habitants de Gros-Réderchin? J'attends vos réponses, passez tous encore une très belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sarreguemines. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. Chez AVS Santé, nous savons à quel point l'année 2020 a été différente des autres. Et nous sommes restés à vos côtés pour vous accompagner dans vos besoins en matériel médical, pour vous transporter et pour vous aider à domicile. Nous avons toujours fait de votre santé une priorité. Et en 2021, nous continuerons à le faire. Toute l'équipe d'AVS Santé vous souhaite ses meilleurs vœux. AVS Santé, notre métier, vous accompagner.
Vivement qu'on ne voit plus ce logo. Cette appli, personne n'a envie de la subir. Pas drôle, pas spectaculaire. Elle est pénible. Aidez-nous à nous en débarrasser. Comment ? Plus vous êtes nombreux à l'utiliser, plus elle est efficace contre le virus et plus vite elle disparaîtra. Vous êtes déjà plus de 10 millions à avoir téléchargé Tous Anti-Covid. C'est aussi le meilleur moyen de générer vos attestations de sortie. Ceci est un message du gouvernement. Qui n'aime pas les pâtisseries, les gâteaux et autres biscuits sucrés ? Chez Praline & Co à Herbitsheim, on confectionne depuis peu des friandises très spéciales. On ne vous dévoile pas la recette, mais une chose est sûre, ce n'est pas vous qui les apprécierez, plutôt vos compagnons à quatre pattes. Regardez. Mélanie est derrière les fourneaux en pleine confection de biscuits. Mais ne comptez pas y goûter, ils seront vite emballés puis offerts à nos amis les chiens. C'est sous le nom Praline & Co que cette pâtissière de métier a démarré l'aventure. Et pour l'accompagner, Mélanie a son goûteur officiel, son chien Praliné. Une vraie source d'inspiration puisque c'est grâce à lui qu'est née l'entreprise. Praliné est très difficile au niveau friandises. Il l'a pas tout de suite accepté, c'est-à-dire qu'au club canin où je vais, on nous demande d'utiliser la friandise pour motiver le chien. Praliné était plus motivé à jouer que par la friandise. Donc du coup, j'ai essayé d'en fabriquer moi-même. Il a fallu faire beaucoup d'essais et avoir des entretiens avec des professionnels du monde canin pour trouver la bonne recette. J'ai d'abord demandé conseil à 3 vétérinaires pour savoir les produits plutôt néfastes ou plutôt bons pour les chiens. Et puis ensuite, j'ai élaboré une recette par rapport aux aliments plutôt bons. Après, ça reste une friandise. À consommer donc avec modération. Avant les fêtes, les commandes ont explosé, un succès auquel elles ne s'attendaient pas. Alors au début, je pensais en vendre qu'aux gens autour de moi, qu'à des proches qui m'ont dit « oui, c'est une bonne idée, je t'en prendrai ». Je m'attendais à vendre 5-6 paquets semaine. Finalement, le bouche à oreille et les réseaux sociaux vont l'aider à se faire connaître rapidement. Un engouement qui lui permet de se projeter dans l'avenir, avec notamment de nouvelles recettes au gré des saisons. Les fêtes d'Halloween, des biscuits à la citrouille ou des choses comme ça. J'ai des projets de friandises pour chats. Et puis j'ai surtout des projets de vendre plus loin. Beaucoup de gens de quelques coins de la France m'ont demandé d'envoyer. Ainsi qu'un site internet pour faciliter la prise de commande. Après un gros rush avant les fêtes, Praline & Co est de nouveau d'attaque pour gâter vos toutous. T'as envie de jouer là ? Les chiots aussi vont à l'école pour vivre le plus d'expériences possible et apprendre les bases de l'éducation. Il est recommandé de suivre des cours avec un éducateur canin. Une école a ouvert ses portes à Zétain, à la pension L'Écolo Canine. C'est un reportage de Marie-Morgane Lorenz. Riley, Reiki, Rimmel et leurs frères et sœurs sont tout excités. Ils comprennent qu'ils vont pouvoir entrer dans le parc de l'école du chiot. Ces bergers australiens sont âgés de 2 mois et commencent déjà les premiers cours d'éducation. Les chiots peuvent être accueillis ici jusqu'à leurs 8 mois. Une étape importante lorsqu'un nouveau compagnon va intégrer une famille. Alors le but, c'est vraiment de sociabiliser son chiot, qui continue à avoir des contacts avec d'autres chiots, des chiens adultes, apprendre les bases bien sûr, assis, couché, la marche en laisse, le rappel, très important, et de le stimuler. Céline Dross a mis en place de nombreux agrès pour les chiots ici à Zétain. Ils peuvent venir avec leur maître pour acquérir le plus d'expérience possible. S'habituer au bruit en sautant dans des bouteilles en plastique, s'aventurer dans un tunnel dans le noir ou encore prendre de la hauteur sur des petites passerelles. Des situations que les chiens seront amenés à vivre au quotidien. Des activités qui restent dans le même esprit que la pension L'Écolo Canine juste à côté du parc, avec des ateliers faits maison. C'était que des objets de récupération et donc là au fur et à mesure on investit avec des agrès un peu plus costauds. Vraiment le but est qu'il fasse le plus d'expériences positives pour en faire un chien équilibré. En plus de ces expériences, les ordres de base sont aussi appris, assis, couché, pas bouger, pour en faire des chiens bien éduqués.
Cela fait 2 ans qu'il est élu chien préféré des Français. Il s'agit du berger australien, très affectueux, joueur. Il fait fondre de nombreuses familles. Mais est-il pour autant adapté pour tous les foyers? Céline Dross est aussi tombée sous leur charme et s'occupe d'un élevage, rêve de Cassiopée depuis 2012. Elle a répondu à nos questions. Ça fait 2 ans que le berger australien est élu chien préféré des Français. Comment vous l'expliquez ? Alors je pense déjà, c'est un très beau chien, faut le reconnaître, donc il attire déjà par son physique, ses couleurs, et je pense également parce que c'est un chien vraiment très polyvalent. Et est-ce qu'il est pourtant adapté à toutes les familles? Non, malheureusement non, c'est souvent le cas, c'est pas parce qu'un chien est beau et qu'on craque dessus que forcément il nous correspond. En l'occurrence, le berger australien est un chien qui est très collant, très câlin et qui a besoin de présence. Donc de longues journées sans son maître, c'est pas fait pour lui et il a besoin d'une activité sportive à côté et intellectuelle. Et quel conseil vous pourriez donner si une personne veut acheter ou adopter un chien pour qu'il choisisse la bonne race qui lui correspond? Alors déjà, prendre son temps, de se renseigner sur la race, de ne pas hésiter à contacter plusieurs éleveurs, de poser des questions pour savoir justement si le chien, la race qu'on désire, c'est vraiment celle qui correspond. Et puis aussi, si on n'a pas de temps à consacrer à son chien, c'est peut-être pas la peine d'en prendre un, de bien réfléchir avant de passer le cap. Et on retrouve maintenant Olivier Fabin. Bonjour à vous, à nouveau. Bonjour à vous. Alors, je vous posais la question tout à l'heure, comment est-ce qu'on fait pour commander vos produits et est-ce que le couvre-feu est un handicap finalement pour vous? Les clients qui souhaitent commander un entremets ou un gâteau chez moi, en fait, soit ils passent par le téléphone, ils me contactent par téléphone, ou alors c'est par Facebook et les réseaux sociaux. À l'heure actuelle, je ne peux pas dire que le couvre-feu soit un grand frein, vu que j'ai ce contact direct avec le client. On parle de suite d'un horaire à laquelle le client va pouvoir récupérer son gâteau, son entremets. Alors, la journée, dans ce cas-là. Vous allez continuer dans cette aventure, vous allez construire votre propre laboratoire pour réaliser vos pâtisseries. Ça sera après quand alors? Le laboratoire, les débuts des travaux vont débuter fin février, début mars, pour que cet été, lorsque la période estivale commence, ou débutera, pour que le labo sera terminé. Et alors vous êtes à l'extrémité nord du pays de Bitche, près de la frontière allemande. Votre situation géographique, est-ce que c'est un avantage? Oui, je prends comme un avantage. En fait, tous les clients qui souhaitent avoir un entremets, ils me contactent et ils viennent le récupérer, ils commandent ici. Et l'avantage d'être à la frontière, c'est qu'on a des suites où on a également les clients allemands qui peuvent venir et prendre ou commander chez nous, en fait, au dessert Olivier. Eh bien, merci beaucoup de continuer à nous régaler. À bientôt. Merci. Direction maintenant la forêt domaniale de Mouterouz au pays de Bitche. Depuis plusieurs mois, des passionnés de patrimoine de la Chale y réalisent un inventaire archéologique. Leurs relevés vont permettre de grossir la base de données de la région et surtout préserver des centaines de sites à travers la forêt. Explication dans ce reportage de Catherine Henrich. La forêt aux 1000 trésors, pour peu qu'on sache les reconnaître. Les spécialistes de la Société d'histoire et d'archéologie du pays de Bitche arpentent cette forêt depuis plusieurs mois afin d'y repérer des vestiges archéologiques. Aujourd'hui, Hubert Schmuck de l'ONF les accompagne pour découvrir ces trésors. C'est l'ONF qui est à l'origine de cet inventaire. Alors c'est parti parce que nous à la base actuellement on est en train de procéder à la révision de l'aménagement forestier de la forêt domaniale de Mouterouz. Donc c'est un document de gestion qu'on révise tous les 15 à 20 ans. Quand on fait ça, nous on interroge les bases de données du ministère de la Culture, service de l'archéologie, pour savoir quelles sont les richesses qui sont en forêt, de manière à pouvoir les préserver, ne pas les abîmer par nos actes de gestion. Or il se trouve qu'on a une équipe de spécialistes, de gens, des bénévoles, mais qui connaissent bien un certain nombre de vestiges archéologiques, chacun un peu dans un domaine un peu différent, et qui sont par ailleurs membres de la Chale, et donc qui nous ont demandé d'intégrer 2-3 éléments qu'ils connaissaient, et l'idée c'était d'aller un peu plus loin que ça. 4400 hectares, c'est une surface énorme à reconnaître. Chaque bénévole de la Chale a son domaine d'expertise. Il y a des sites qui sont connus, il y a d'autres sites qui sont moins connus. On s'est tous partagé le terrain. À la suite de ça, donc, on établit une fiche d'inventaire avec des photos, une description
point important, le point GPS pour pouvoir le signaliser. Donc ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que c'est assez riche. Il y a, j'imagine, on est déjà en cours, mais qu'on atteindra plusieurs centaines de points. Ces points couvrent une histoire qui va du néolithique à la Seconde Guerre mondiale. Il faut des yeux experts et avertis pour déceler un de ces sites. Ça n'a pas poussé comme ça. Voilà. Sans tailler, c'est très visible. Et puis le site est plat et le site a été entièrement travaillé et mis à plat. Tout ce qui fait le patrimoine du pays de Bitche nous intéresse, et notamment sa protection, voire au-delà, parce qu'avec les affaires culturelles, on pourra engager éventuellement des fouilles ou faire un état des lieux plus précis ensuite avec eux. Quoi qu'il en soit, on fera d'ici quelques mois un rapport entier avec l'ensemble de nos découvertes. Plusieurs centaines de points ont déjà été inventoriés et ce n'est pas fini. L'ONF a aussi mis à disposition des chercheurs un outil remarquable. Il s'agit d'un lidar. Ce relevé du relief permet d'appréhender le terrain avec précision et surtout de détecter certains points intéressants. En fait, on retrouve exactement tous les détails. Et là, par exemple, on a ce détail d'une construction là, bien rectangulaire qu'on ne sait pas ce que c'est, mais qu'à un moment donné, ils pourront essayer d'aller voir. C'est un muret en pierre séchée. C'est un muret. Voilà. Au funéraire gallo-romain peut-être. Voilà, donc on va donc ces données-là, on leur a communiqué récemment en fait. Un bel outil pour poursuivre les investigations. Muret gallo-romain, polissoir, pierre à cupule, pierre triangulaire, chaque sortie est l'occasion de nouvelles découvertes et de nouvelles énigmes. Un inventaire qui promet des années d'études et de recherches passionnantes pour des générations d'historiens amateurs ou professionnels. Et demain, on vous proposera de découvrir plus en détail certains des sites de cet inventaire. Lundi, on répondait à la question d'une consommatrice sur le recyclage. Aujourd'hui, un autre usager souhaite des réponses, notamment sur le tri du papier. On écoute tout de suite. Peut-on recycler tous les papiers ? De façon générale, les papiers que nous utilisons au quotidien se recyclent. Journaux, magazines, prospectus, catalogues, mais aussi feuilles et papiers, même s'il y a des agrafes, enveloppes, y compris celles avec fenêtre en plastique, et carnets, même à spirale. Ces éléments ne sont pas gênants pour le processus de recyclage. Le papier cartonné se recycle, comme les cartes postales, les billets d'avion, de train, les tickets de métro, les jeux à gratter, les cartes à jouer, les étiquettes d'achat de vêtements ou d'emballage. Les livres peuvent aussi bénéficier d'une seconde vie en partant au recyclage, même ceux avec une couverture rigide. Mais il existe des papiers qui ne se recyclent pas, destinés au bac des ordures ménagères. Il y a les faux amis, qui ne détiennent le nom de papier que par la finesse de leur forme. Par exemple, certains papiers cadeaux qui sont en fait en plastique. Enfin, il y a certains papiers dont les traitements, plastification, résistance à la lumière, colle, altèrent leur capacité de recyclage. Ainsi, le papier peint, le papier autocollant, le papier buvard, le papier photo et tous les papiers d'hygiène, comme les essuie-tout ou les mouchoirs, qui doivent être jetés dans la poubelle des ordures ménagères. Si vous avez le moindre doute sur le tri de vos papiers, téléchargez l'application Guide du tri. Merci de nous avoir suivis. L'info continue bien sûr sur notre chaîne, sur les réseaux sociaux et également sur notre site internet pour voir ou revoir toutes nos émissions. À très vite.